à la Biennale de Paris, de Versailles, de nous avoir invités, de donner l'occasion justement de présenter des projets et puis de pouvoir débattre entre nous, ce qui est effectivement toujours des moments heureux et agréables. Remercie aussi Catherine Guyot pour son organisation et pour l'énergie qu'elle met aussi à promouvoir cette cause. Et ça, je crois qu'effectivement, il faut la remercier dans ce sens-là. Et ce que je propose aujourd'hui de faire avec vous, c'est simplement de faire une espèce de supervision un petit peu de différents projets. Donc, tu en as cité quelques-uns. Il y aura le parc zoologique de Paris, donc, que nous avons réalisé et livré en 2015. L'Institut de la biodiversité insulaire, que effectivement j'ai gagné, qui devrait démarrer en chantier, mais dans les îles c'est toujours un peu compliqué, donc on attend toujours le top départ. Il y aura aussi le projet pour effectivement un grand parc écologique sur les abords de Pékin, le Yanchang Ecological Park, qui se trouve à Pékin. Et puis un autre projet que vous allez voir qui sont des maisons écologiques qui s'appellent Ecolodge à Luxembourg, voilà, pays d'origine. Donc, si tu veux bien, tu vas passer les images, elles vont peut-être défiler derrière moi, pendant qu'effectivement, j'essaye de retracer, et l'idée que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était de retracer avec vous 5 grands enseignements, finalement, que j'ai pu déduire de ces dizaines d'années d'expérience maintenant sur des projets qui étaient vraiment des projets à vocation de la préservation d'animaux, bien sûr d'espèces vivantes, animaux et végétaux, et de voir un petit peu cette approche-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter pour nous, les humains, et surtout nous, les architectes, qui concevons les villes, les paysages et les habitats. Et donc, effectivement, de vous présenter ces 5 enseignements que j'ai pu retirer déjà de cette expérimentation. Alors, c'est un petit peu une façon d'amener le sujet en mettant d'un côté le bien-être, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, et la notion de la 6e extinction animalière dans laquelle on est plongé à l'heure actuelle, sans parler évidemment de toutes les catastrophes que le GIEC nous annonce, en tout cas constate sur notre planète. Voilà, donc l'idée c'était comment tirer les enseignements de projets urbains et architecturaux qui sont dédiés à la préservation des espaces vivantes et d'arriver à baliser un petit peu les points importants de ces projets-là. Alors, pendant toute la phase de conception et de travail sur le parc zoologique, j'avais toujours cette phrase en tête, et sans doute vous la connaissez aussi, c'est Derrida qui disait « tous animaux ». J'essayais de comprendre un petit peu quel avait été aussi, lui, son cheminement et comment il avait effectivement approché cette idée-là. Mais je crois que ça retrace bien finalement ce qu'on est, c'est-à-dire que nous, humains, sommes finalement une des espèces animalières, et finalement elle est même sans doute pas la plus ancienne, hein, puisque l'homme finalement naît sur cette planète sans doute moins vieux que d'autres espèces animalières. Et donc de voir un peu comment nous on a pris cette empreinte sur la planète, sur la planète, sur la Terre, sur nos territoires agricoles et maintenant nos villes, et de voir comment finalement essayer de comprendre et de travailler avec les espèces animalières, donc autres que nous-mêmes, ça nous amenait à trouver et un peu à changer aussi radicalement ces données essentielles qu'on manipule tous, qu'on vous apprend dans les écoles d'architecture et qu'on manipule tous. Alors le premier enseignement, c'est celui du bien-être animal, puisque en fait c'est ça qui m'avait beaucoup aussi impressionné, c'est qu'au moment où on a travaillé sur le parc zoologique, on n'avait pas de programme. Et souvent, vous savez, dans tous nos projets, on a un programme, il faut le respecter presque à la lettre, et ça devient des fois très contraignant. Et là, il n'y avait pas de programme, mais la seule injonction était de dire il faut que nos animaux, il y a à peu près plus de 1000 animaux et 180 espèces dans le parc zoologique, il faut qu'il y ait la notion de bien-être soit respectée. Alors après, il fallait creuser qu'est-ce que c'est que le bien-être, comment ça fonctionne, à quoi on doit se confronter quand on doit assurer le bien-être de ces animaux, d'une girafe, d'un gorille, de singes, de fourmis, etc. Donc tous différents. Tout à l'heure on parlait du handicap, mais là avec les animaux, je peux vous dire que tous sont différents et ils ont le principe universel là va très 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 loin. Mais en tout cas, l'idée première, c'était de dire comment est-ce que ce bien-être finalement va être le seul leitmotiv et le seul impératif auquel il va falloir répondre. Et pour mesurer ce bien-être, en fait, il y a des éléments qui sont assez évidents. Souvent,
souvent, c'est la façon dont l'animal se comporte et se trouve à l'intérieur de son biotope, la capacité à être bien avec les animaux avec lesquels il partage aussi ses biotopes, puisqu'on travaille sur la mixité. La reproduction, évidemment, puisque là, il s'agit vraiment de préservation, c'est-à-dire des animaux qui sont en voie d'extinction dans la nature, on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui liberté, mais qui sont effectivement en voie d'extinction, et là, qui dans ces parcs, grands parcs animaliers, il y en a beaucoup qui sont de bonne qualité, je dirais, sur la planète, puisque je les ai pratiquement tous parcourus. Comment est-ce qu'on arrive quand même à leur octroyer des espaces, un lieu, une façon de vivre, un rythme, etc., qui permet justement de les voir se reproduire et de préserver et de sauvegarder finalement leurs gènes et leurs espèces. Donc, ce premier enseignement que j'ai retenu à travers le bien-être animalier, c'est vraiment de dire que cette notion de bien-être qui gouverne toutes les décisions sur l'espace, elle peut aussi s'appliquer pour nous architectes et dans nos milieux urbains. L'idée, c'est aussi qu'une nouvelle unité de mesure rentre en vigueur et que ce soit celle du bien-être au détriment de ce qu'on aujourd'hui nous impose, qui sont les surfaces, le programme, la technique, l'économie, les normes, on en a parlé. Voilà, donc essayer de reprendre le pas avec une autre donnée qui serait celle du bien-être. Et bon, effectivement, et les stoïciens, c'est ce que je notais, en avaient fait aussi la marque de fabrique d'Athènes. Donc je pense qu'on peut revenir à des fondamentaux qui soient partagés et intéressants. Deuxième enseignement concerne la porosité d'un territoire partagé. Alors vous avez vu peut-être quelques images où on voit vraiment l'imbrication entre les territoires. Et donc ce travail qui est méticuleusement organisé pour permettre à un lion, une girafe, du corail de coexister tout en respectant l'espace vital de chacun, a ouvert des perspectives architecturales et urbaines nouvelles. Le rythme de vie, les cycles naturels, la coopération entre les espèces sont des questions fondamentales à prendre en compte dans le dessin architectural et paysager. L'épanouissement d'une espèce ne se fait pas au détriment d'une autre, mais au contraire dans une mise en contact distanciée et protégée afin de stimuler son énergie, ses réflexes, ses défenses. Ainsi, les dispositifs architecturaux et paysagers sont conçus pour rentrer en symbiose avec les besoins de chaque animal. Ils sont évolutifs et interagissent très étroitement avec lui pour créer un environnement propice à chaque individu. Donc on est là, bien loin d'un programme architecturé qui est posé, qui est figé dans un espace donné. Non, là il est question vraiment de cette interconnexion entre les espèces, les lieux, les enveloppes architecturales. Effectivement, le travail que je montre ici se tourne beaucoup et s'organise beaucoup autour de cette notion d'enveloppe. Et les enveloppes, on sait qu'elles peuvent être multiples, elles peuvent se compléter, s'ouvrir, se fermer. Donc il y a tout ce travail qui permet justement d'intervenir sur les groupes d'individus. Le troisième enseignement, on en a un petit peu parlé, donc c'est l'indispensable interaction entre, que ce soit animal ou humain, donc l'espace domestique est indissociable de l'espace extérieur dans lequel on fonde notre présence. Et effectivement, on l'aura vu ces 2 dernières années, le confinement aura quand même eu le mérite de démontrer que la cellule que nous appelons maison ou appartement ne peut pas se considérer toute seule et uniquement en tant qu'une entité, mais qu'évidemment, elle est inscrite dans un espace, dans un milieu, et que cette interaction avec l'extérieur, le paysage, l'entrée et la sortie de ces espaces sont vitaux pour que les groupes d'humains, les groupes puissent effectivement habiter dans cette notion de bien-être à l'intérieur de leurs espaces. Voilà, sans la ville, effectivement, on peut dire que l'immeuble n'est rien, et sans la campagne, la maison aussi n'a pas d'intérêt. Pour l'animal, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, on voit que pour lui, chaque relief, en fait, est un morceau finalement de son cadre de vie et qui est utile à son développement. On voit que les animaux viennent habiter véritablement les reliefs de chaque environnement. Le 4e enseignement que j'ai pu retenir, c'est un peu cette notion de l'approche systémique. L'idée, c'est de dépasser la vision matérialiste de l'activité humaine pour révéler les dynamiques et les forces vitales qui nous animent, comme le génie de la nature, de la biologie ou de la physique conjuguée en un seul temps et un seul espace, l'évolution des corps, la géographie.
On peut dire en fait que le territoire post-carbone a besoin de structures fortes, qui sont les réseaux d'énergie, trains, trams, voies de déplacement doux, mais aussi, et c'est à ça qu'il faut vraiment les superposer, ce sont les structures dites faibles. On parle là des zones humides, agricoles, zones boisées, les biotopes, etc., qui sont en fait la porte d'entrée de la transition et de l'équilibre écologique. Donc ça, c'est aussi un élément absolument important qu'on intègre dans les projets. Le dernier et cinquième enseignement, et ça faisait partie justement du travail sur le parc zoologique, ce sont les biozones. Donc la notion vraiment de travailler sur un biotope qui mélange toute une série de conditions faites pour que cet écosystème fonctionne d'un seul tenant. Et l'architecture et l'urbanisme du vivant que je défends sont une somme en fait d'influences et d'échanges permanents avec le site, les usagers, le climat, l'environnement, l'espace social, les ressources disponibles et les conditions organiques que nous l'avons conçu dans le parc animalier du XXIe siècle. Chaque intervention préfigure la conception d'une ville organisme vivant. Les éléments naturels, organiques ou climatologiques fédèrent des ensembles urbains aux dimensions et aux programmes mixtes. Une superposition de trames vitales, eau, air, lumière, énergie, agglomère autour de ces cordons ombilicaux les espaces habitables, transformables et déployés de la cité. Les bâtiments sont interactifs et en communion permanente avec leur environnement direct et lointain. Il n'existe pas en dehors de cette interdépendance. Culture et nature se conjuguent dans une même approche. La vitalité d'une ville se lie dans sa capacité à inclure toutes les dimensions et toutes les données de son histoire et de son territoire. Et là, on peut dire aussi que le vivant, c'est aussi la connaissance et la mémoire. Et ça rentre à l'intérieur de ce patrimoine. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai essayé d'être assez concise sur ces principes. Je vois que j'étais un peu lente à vous montrer ces magnifiques photos.